Alors bonsoir à tous, merci d'être ici avec nous ce soir. On est heureux de commencer le cycle annuel de conférences de la Tribune des Ponts. Et donc ce projet, juste pour rappeler, c'est le but, c'est de proposer des conférences, des temps de réflexion sur des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de présenter en cours, de réfléchir sur lesquels d'approfondir en cours. Et donc ici, c'est vraiment le but de ces conférences, et essayer de comprendre un peu ces thèmes qui sont essentiels à une compréhension critique du monde. Donc, bonsoir, Thomas Gauthier. Tout d'abord, nous vous remercions d'être là ce soir pour la présentation. D'abord, je vais commencer par dire un petit mot sur toi. Donc, tu as été diplômé de l'EFPCI à Paris, et ensuite tu as eu un master en informatique au MIT. Suite à quoi tu as eu un doctorat à l'Imperial College à Londres. Ensuite, tu t'es lancé dans l'entreprise, dans une entreprise qui s'appelle Philips Healthcare, et tu as travaillé en ingénierie médicale. Et en parallèle, tu as aussi fait plusieurs interventions à Sciences Po Paris en tant que maître de conférence. Et tu t'es ensuite lancé dans l'enseignement, car tu es professeur à l'EM Lyon. Donc l'objet, tu enseignes la prospective, la stratégie, l'anticipation en entreprise. L'objet de ton enseignement, c'est d'explorer le futur possible pour ensuite mieux anticiper, mieux décider, mieux agir dans l'incertitude. Donc c'est une invitation à penser au long terme, à essayer d'envisager les différentes transformations possibles qui sont à venir, que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine du social, environnemental, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu es venu ce soir dans une conférence qui s'appelle « L'entreprise à l'épreuve de l'Anthropocène, quelle stratégie ?» Donc juste d'abord, je vais définir ce que c'est l'Anthropocène pour ceux qui ne savent pas. C'est une époque de la vie de la Terre dans laquelle l'activité humaine est devenue si impactante qu'elle a modifié de manière irréversible l'écosystème de notre planète, du moins sur l'échelle de quelques vies humaines. Et ceci étant dit, je vais te laisser la parole pour la conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Si vous me le permettez, je vais retirer mon masque. Je promets de rester super loin de vous. Voilà, ça c'est dit. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Surtout, c'est un vrai plaisir d'échanger avec des élèves ingénieurs, puisque j'en ai pas souvent l'occasion. Étant prof à Lyon, j'ai d'autres publics dans les salles de cours. Et comme l'a rappelé Amaury, mes premiers amours, c'est la physique. Et même d'ailleurs avant la physique, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais je suis rentré à l'ESPCI pour deux raisons. La première, c'est que c'était la meilleure école que j'avais. Et la deuxième, c'est qu'en sortant de prépa, j'avais l'impression que j'allais consacrer ma vie à la chimie organique. Jusqu'à ce que j'aille dans un laboratoire de chimie organique, on m'explique que certes, je pouvais y consacrer toute ma vie professionnelle, mais au passage, je perdrais à l'époque entre 6 et 7 ans d'espérance de vie pour cause d'inhalation de vapeur toxique. Donc ayant cette information en tête, j'ai finalement décidé d'aller dans un laboratoire d'acoustique médicale. C'est tout de suite un peu plus tranquillou. Et après, comme l'a rappelé Amaury, j'ai vécu 2-3 aventures. Ici ou là, tu as oublié de rappeler Amaury que j'ai royalement aussi craché une start-up au passage. Une aventure entrepreneuriale qui a brillamment duré 3 ans et qui a été conclue par un échec, source d'apprentissage. C'est comme ça que paraît-il, il faut tourner les histoires. Alors, comme diraient les Québécois, au passage, je suis tombé en amour de la prospective. On va essayer de se raconter un petit peu ce que c'est. C'est un terme un peu barbare, mais du coup, si vous le placez dans une soirée étudiante, ça peut faire la différence. Vous pouvez dire, est-ce que tu sais ce que c'est que la prospective? Non, écoute, je vais te raconter. Je suis là pour apprendre à travers les questions que vous allez, j'espère, poser tout au long de l'intervention. Ce n'est pas une conférence magistrale, sinon on va tous s'ennuyer à mourir.
J'ai 2-3 trucs à vous raconter, mais j'ai surtout des choses à apprendre. Donc posez s'il vous plaît des questions, interrompez-moi si je parle trop, ça peut arriver. Interrompez-moi si je ne parle pas assez, ça ne risque pas d'arriver. Mais surtout interrompez-moi si vous avez besoin de précision. Ok, la prospective, ce que j'en sais aujourd'hui, j'ai tenté de le résumer à peu de choses près dans un bouquin. Donc au passage, évidemment, qui dit faire de la prospective dit avoir une forme de vénération envers la trilogie Retour vers le futur, d'où la couverture du bouquin en question, qui a été édité par le hasard des rencontres par les presses de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Puisqu'avant d'atterrir à Lyon, j'ai aussi été enseignant-chercheur en Suisse pendant quelques années. Donc voilà, dans ce bouquin, c'est à peu de choses près ce que je crois avoir compris de la prospective, et comme depuis que ce bouquin est paru, j'ai appris d'autres choses, un nouveau bouquin devrait sortir, mais sous forme d'un exercice plutôt collectif. Alors, la prospective, je vous la définis tout de suite en un tweet, comme ça au moins ça c'est fait, de façon un petit peu poétique. La prospective, c'est l'art d'éclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Ni plus, ni moins. Donc il y a plusieurs choses à retenir dans ce tweet. La première, c'est que ce qui nous importe, c'est le présent, c'est le seul temps de l'action. Il n'y a pas d'action dans le passé, et il n'y a pas d'action dans le futur. Donc si je vous disais que mon sujet de préoccupation c'est le futur, vous pourriez en déduire que je ne suis pas un homme d'action. Éclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Alors, comme ça peut par moments paraître un peu ésotérique cette histoire, dans mes cours à Lyon, je fais systématiquement travailler les étudiants sur des études de cas réels, avec des vraies entreprises, des vrais dirigeants, des vraies dirigeantes qui viennent et qui racontent quels sont leurs sujets, quels sont leurs enjeux aux étudiants. Ce matin, j'étais sur le campus parisien de la Lyon, par exemple, avec le directeur de la prospective de Michelin. D'accord ? Donc une entreprise qui réalise un pourcentage très important de son chiffre d'affaires autour du pneu et qui se pose d'innombrables questions, qui technologiques, qui géopolitiques, qui sociologiques, bref, c'est un régal. 2 semaines en arrière, j'étais avec la cellule de prospective sociétale d'Air Liquide, une autre entreprise du CAC 40. Demain, je suis avec Aérodaz, les crèmes glacées, l'avenir de la crème glacée. C'est un sujet qui, pour certains, passionne plus que d'autres futurs. Bon, ce sera pour demain matin. Dans une semaine, je suis avec Grundfos, que vous ne connaissez certainement pas. C'est le leader mondial sur le marché des pompes hydrauliques. Quand vous rentrerez chez vos parents, vous démontez la chaudière et vous regardez la marque de la pompe. Il y a fort à parier que c'est une pompe Grundfos. Donc la prospective, c'est aussi des voyages. Ce matin, c'était le pneu. Demain, c'est la crème glacée. Dans une semaine, c'est la pompe. Et 2 semaines en arrière, c'était l'hydrogène liquide. Tout est lié. Là, à l'écran, vous avez la liste de la plupart des organisations qui se sont prêtées au jeu de formuler des études de cas pour les étudiants. Il y aura un quiz à la fin de la soirée. Vous devez avoir retenu tous les noms d'entreprises à l'écran pour gagner une pinte. Ou plus sérieusement, ce qui est important ici, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, la prospective, en fait, ça concerne les petites entreprises, ça concerne les ETI, établissements de taille intermédiaire, ça concerne les multinationales, mais ça concerne aussi les startups, ça concerne les ONG, ça concerne les collectivités publiques, ça concerne les organisations à but non lucratif. En gros, ça concerne toute forme organisée. C'est cool. Ça veut dire que si on se préoccupe, par exemple, de l'accueil des migrants à Genève, on peut, comme je l'ai fait l'année dernière, travailler avec une fondation genevoise qui se préoccupe d'accueillir les migrants et qui se préoccupe de l'accueil des migrants en 2030, en 2040, en 2050. Amaury a rappelé la réalité anthropocénique, pensez migration climatique. Et dites-vous qu'alors, une fondation genevoise qui accueille les migrants, elle a tout intérêt à se préoccuper non pas juste des 6 prochains mois, mais les 10 prochaines années, voire des 20, voire des 30 prochaines années. Alors, ensuite, le parcours que je propose aux étudiants,
il est super simple, il n'y a que 4 étapes en fait pour entrer en prospective à l'ère de l'Anthropocène. La première étape, c'est de comprendre qui est l'entreprise. Dans mon cours, on ne parle pas d'entreprise cliente, puisque personne ne paye personne. On parle d'organisation apprenante. C'est le maître mot en prospective. C'est le maître mot dans mon dispositif. Apprendre. J'apprends, l'organisation apprend, les étudiants apprennent, on apprend tous. La prospective, c'est cultiver l'art du point d'interrogation. Et ça, croyez-moi, ça fait mal à des esprits comme le nôtre, puisqu'on est formé depuis tout petit à chérir les points d'exclamation. J'ai trouvé, Eureka, j'ai la solution, j'ai résolu le problème. Mais comme disait Gaston Bachelard, philosophe des sciences, le problème, c'est bien souvent le problème. C'est profond, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déterminer les termes d'un problème qu'on s'apprête ensuite à solutionner, c'est crucial, c'est vital. C'est ce qui fait la vie ou la mort d'une entreprise. La petite aventure entrepreneuriale, avec mon cofondateur, on était balèze. Franchement, intellectuellement, on avait construit une solution de fou, dont je vous décrirai éventuellement les détails plus tard. On avait résolu un problème qui n'en était pas un. Personne n'avait ce problème. Résultat, clé sous la porte. Voilà la meilleure façon, en tant que petite entreprise ou start-up, de terminer votre vie avec précipitation. C'est pas d'apporter une mauvaise solution, c'est de vous tromper de problème. Donc, organisation apprenante, étudiant apprenant, enseignant apprenant. Je vais faire beaucoup comme ça de pas de côté, c'est normal, j'ouvre des parenthèses dans ce que je dis, je tâche de les fermer, il y a parfois des parenthèses dans les parenthèses, auquel cas je renferme 2 parenthèses. Mais normalement, on retrouve le chemin. Donc, étape numéro 1, il faut connaître l'autre, connaître l'organisation apprenante. Qui est-elle? On utilise notamment un outil super classique dans les écoles de management, peut-être que ici aussi vous l'avez déjà découvert, c'est ce que l'on appelle le business model. En gros, c'est une grille avec 9 cases. Dans chaque case, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Et si on a répondu aux questions, on a une petite idée de la façon dont l'entreprise crée de la valeur, virgule, et en tire profit. Ok? Là où ça devient un petit peu plus sexy, c'est quand on se demande quelle est la vision du monde des dirigeants et des dirigeantes. C'est un terme qui revient très souvent en prospective et qui est particulièrement important en ces temps anthropocéniques. La vision du monde, c'est la grille de lecture. C'est la façon simplifiée dont quelqu'un se représente le monde autour de lui. Et on a tous une grille de lecture. Parce que si par exemple, là je vous demandais aux uns et aux autres de décrire ce que vous voyez dans cette salle, j'aurais autant de descriptions différentes qu'il y a de personnes dans cette salle. Certains sont attentifs aux couleurs, d'autres sont attentifs aux formes, d'autres sont attentifs aux mouvements, etc., etc. Grille de lecture ou vision du monde, ou on parle aussi parfois de modèle mental. Cette forme simplifiée du réel qui nous permet de penser et d'agir sur le réel. Si on passait notre temps à devoir contempler la réalité autour de nous dans ses moindres détails, on n'en sortirait plus. On a besoin de simplification pour agir. D'accord? De même que dans l'action quotidienne, on a besoin d'heuristiques. On a besoin de manière simplifiée d'agir. On ne va pas se prendre le chou à chaque fois qu'on doit décider si on boit une IPA ou une ambrée. Sinon, on ne boirait plus rien. Je vois qu'il y en a certains qui sont tristes à cette perspective, moi y compris. Bref, étape numéro 1, en diagnostic. On a une casquette sur la tête, c'est celle de l'analyste. Et ça nous va assez bien en école d'ingé ou en école de commerce. On est des analystes. Étape numéro 2, là ça peut commencer à piquer un peu. On retire sa casquette d'analyste et on met une casquette d'enquêteur. On part à la recherche de germes de futurs possibles. Là, vous pourriez vous demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Est-ce que quelqu'un peut me poser cette question? Oui? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? C'est une excellente question. Alors, comme vous me la posez, je vais y répondre. Les germes de futurs possibles, c'est des phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui
autour de l'organisation apprenante, dans son environnement, mais que cette organisation ignore, qu'elle ne repère pas, ou qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle n'intègre pas dans son raisonnement stratégique, dans ses décisions managériales, si vous voulez utiliser un autre élément du jargon d'entreprise. Pour découvrir ces germes de futurs possibles, on sort évidemment de la salle de classe. On va sur Internet pour commencer, on parcourt l'actualité, et puis on commence à regarder à la marge. On va par exemple voir des publications indépendantes. Un média qui fait beaucoup parler de lui dans le monde à ses petites prospectives, c'est par exemple Uzbek Erika, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Est-ce que quelqu'un connaît Uzbek Erika? Ouais, vous êtes quelques-uns à connaître. Uzbek Erika, typiquement, la semaine dernière, Jérôme Ruskin, son fondateur, était à Lyon, puisqu'il y avait une classe d'étudiants qui travaillaient sur le cas Uzbek Erika comme organisation apprenante. C'est un média en ligne et en version papier. Et pour la petite histoire, Uzbek Erika, pour les lecteurs et lectrices de Montesquieu, c'est le nom des personnages principaux des lettres persanes. Donc on va découvrir des publications marginales, on sort des médias mainstream, on écoute des podcasts aussi. Je passe énormément de temps à écouter, à visionner. J'ai fait intervenir dans mon cours quelqu'un que vous connaissez peut-être, le producteur d'un podcast qui s'appelle Sismic, Julien Devorex. Donc il était dans mon cours samedi dernier, devant une classe de participants avec Zach MBA. Vous pouvez peut-être aussi visionner, si vous avez 3h30 devant vous, Thinkerview, avec d'autres perspectives. Et puis, vous pouvez aussi surtout vous adresser à ce que l'on appelle dans le jargon de la prospective des personnes remarquables. Ce sont justement des personnes qui ont des grilles de lecture singulières, hétérodoxes. Par exemple, dans le monde des économistes, à côté de l'économie orthodoxe, vous avez par exemple un Gaël Giraud. Dans le monde des techniques, vous avez un Philippe Biwix qui va vous parler de technologie sobre et résiliente, etc., etc. Vous repérez ces personnes remarquables pour aller vous nourrir de grilles de lecture singulières. Vous voulez rencontrer des personnes qui se racontent et qui vous racontent le monde autrement. Il y a beaucoup de questions de récit en prospective. Pour celles et ceux qui se souviennent, avec la larme à l'œil, les coucher avec les parents sur le mode « il était une fois », la prospective c'est « il sera une fois ». Mais ça reste une affaire de récit. Et on reviendra sur l'importance fondamentale des récits dans l'évolution humaine, dans notre évolution anthropologique et dans notre évolution sociologique. Les récits sont le ciment des formes organisées qui aujourd'hui nous permettent à peu près de nous coordonner parfois à l'échelle de plusieurs millions, voire milliards d'individus. Je m'éloigne du sujet, j'ai parcouru que 2 étapes. Le côté positif, c'est qu'il n'y en a que 4 au total. Donc, on repère des germes de futur possibles. On a le matériau brut de la prospective en main à ce moment-là. Cette enquête nous a permis de repérer les futurs. Ce qui nous rappelle, j'arrive sur toi juste après, la citation de l'auteur de science-fiction américain William Gibson, selon laquelle le futur est déjà là, il n'est juste pas réparti de manière homogène. Dit autrement, nous n'avons pas accès, toutes et tous, au même futur. Parce que l'on n'habite pas au même endroit, et parce que l'on n'a pas forcément toutes et tous le même degré d'acuité visuelle ou d'attention à l'ici et maintenant. Je vous lance un petit défi d'ethnographie du quotidien. Et je te promets qu'après c'est à toi. Ce défi, je l'appelle le défi Game Boy. Là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Pourquoi? Parce que, selon la légende, Gunpei Yokoi, l'inventeur de la Game Boy, l'aurait inventé après s'être rendu compte, lors d'un voyage en train entre Tokyo et Kyoto, que tous les voyageurs assis autour de lui, bon, d'une part étaient des hommes en costard-cravate, jusque-là, 30 ans en arrière au Japon, pourquoi pas, mais surtout, ces personnes, plutôt que de passer le temps en lisant leur journal, dégainaient leur calculatrice et commençaient à jouer sur leur calculatrice. Chapeau de prendre du plaisir en jouant avec une calculatrice. Mais bon, ça nous aurait tous fait marrer, sauf Gunpei, qui y a vu
démarrage des jeux vidéo portables. Et je ne vous raconte pas la suite de Nintendo. J'en reviens donc à mon défi de l'ethnographie du quotidien. Moi, je le pratique en gros 1 fois par semaine. Vous vous mettez ce défi en tête. Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi et je repère une situation qui est ubuesque, qui est anormale, qui me dérange, qui me fait marrer. Et ensuite, je me raconte une histoire en 280 caractères où j'imagine que cette marginalité serait devenue dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la normalité. Défi Game Boy, ça se pratique au quotidien. Croyez-moi, rien de mieux pour être dans l'ici et maintenant. Vous pouvez prendre une petite photo et la poster sur LinkedIn avec un hashtag Game Boy Challenge. Je saurai vous retrouver. Ouais, c'est à toi. Enfin. En fait, je temporisais pour qu'Amaury ait le temps d'aller attraper un micro. Tout était prévu d'avance. Merci beaucoup. J'ai une question pour revenir sur l'étape 2. Vous avez dit que vous envisagez le futur dont l'organisation apprenante n'avait pas conscience. Donc, c'est-à-dire que dans les scénarios que vous concevez ou alors que vous allez explorer, vous ne prenez pas forcément en compte, du coup, je ne sais pas si les entreprises font déjà peut-être, pensent à la prospective lorsqu'ils agissent, mais en vous focalisant sur les choses auxquelles ils ne pensent pas, est-ce que ça n'introduit pas une sorte de biais ou je ne sais pas, enfin, je trouvais ça original. Ouais, c'est une super question. Je te remercie. Comment tu t'appelles ? Pierre-Marie. Pierre-Marie. Tout l'enjeu de la prospective, c'est justement, du coup, on va revenir même à l'étape 1, de détecter quels sont les angles morts, quels sont les impensés de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? À quoi n'est-elle pas sensible? Parce qu'on part du postulat que derrière une stratégie d'entreprise, il y a ce que l'on appelle un futur officiel. Alors là, du coup, tu m'obliges à amener une définition supplémentaire, celle du futur officiel. Le futur officiel, c'est le futur auquel vous pensez instantanément sans vous casser la tête. Je vous donne un exemple. Les smart cities. Je n'ai pas dit les smarties. Les smart cities. Les villes intelligentes, connectées, bardées de capteurs, agiles, résilientes. Vous pouvez compléter la liste avec tous les buzzwords du moment. Ça, c'est un fragment du futur officiel qui habite l'immense majorité des entreprises de par le monde. Parce que je vous mets au défi de me montrer sur Internet une vidéo d'un discours de dirigeant ou de dirigeante où il serait question de villes futures qui seraient autre chose qu'intelligentes. Elles doivent être intelligentes. Futur officiel. C'est le futur qui nous imprègne quand on ne prend pas la peine de réfléchir à notre rapport au futur. Mais une fois que l'on a un futur officiel qui nous traverse, qui nous structure, toute forme de réflexion à venir est d'ores et déjà bornée. C'est comme si vous étiez un enfant de 4 ans et que je vous mettais dans un bac à sable. J'ai délimité pour vous un périmètre de jeu et vous jouez dans ce bac à sable et dans ce périmètre nulle part ailleurs. Ce périmètre, c'est le futur officiel. Donc, en partant dans l'étape 2, à la recherche de ces germes de futur possible, on se met en capacité, dans l'étape 3, de raconter des futurs alternatifs, différents du futur officiel, pour que l'organisation qui découvre, qui est confrontée à ces futurs, et vous en verrez un exemple un peu plus tard, se dise, si désormais je mobilise les hypothèses prospectives contenues dans ce scénario que je viens de découvrir, est-ce que j'apprends quelque chose sur des opportunités que jusqu'à présent je n'avais jamais repérées? Est-ce que je repère des vulnérabilités qui jusque-là m'avaient échappé? C'est un peu conceptuel tout ça, donc je vais prendre un exemple. Imaginez une banque. Imaginez une banque qui investit toute son énergie et tout son temps dans la transformation numérique. Par parenthèse, je ne sais pas ce qu'est la transformation numérique. Mais bon, imaginons qu'elle mette vraiment un maximum de blé dans la transformation numérique, dans des technologies toujours plus sophistiquées, car elle craint l'assaut des fintech, des jeunes entreprises
qui sont très talentueuses et qui amènent des solutions techniques, qui amènent des nouveaux services financiers bien plus efficaces que ceux proposés par les banques traditionnelles. Ok. Le futur officiel de cette banque, c'est donc des services en ligne hyper sophistiqués, bardés d'intelligence artificielle, de mobilité, de tout ce que vous voulez. Ok. On en revient à notre ami Philippe Lewis. Et on se dit, tiens, mais en fait, il y a des travaux qui se structurent, qui sont de grande qualité, qui sont tout sauf low cost, autour de futures technologies qui seraient plutôt sobres et résilientes et réparables et comprenables, etc. Compréhensibles. Je viens d'inventer un mot au passage. Imaginez l'avenir de cette banque dans un environnement à basse technologie est tout à fait étranger au futur officiel. Et pourtant, cette banque pourrait avoir tout intérêt à être consciente qu'un avenir technique pourrait être un avenir technique sobre et résilient. Ce qui ne veut pas dire que les efforts de R&D, eux, seraient minimes. Ça peut coûter énormément de R&D de penser des technologies sobres et résilientes. Mais c'est une autre forme de R&D. Et c'est pas déconnant d'imaginer un tel futur et de se mettre à l'épreuve d'un tel futur quand on fait 2-3 calculs triviaux à l'arrière d'un papier brouillon et qu'on se dit, tiens, combien faudrait-il de métaux rares pour que toutes les villes du monde de plus de 300 000 habitants deviennent des villes intelligentes, pour que toutes les entreprises numérisent toute leur chaîne de production, leur chaîne d'approvisionnement, etc., etc., on arrive à des limites planétaires. CF, Scamori nous disait en introduction sur cette ère anthropocénique. Ok ? Mais en allant vers ce futur à basse technologie, en tant que banque, en tant qu'organisation apprenante, on peut découvrir des opportunités fantastiques. Et on peut construire dès maintenant des expérimentations qui nous permettent quelque part d'avoir un pied dans ce futur, sans y mettre toute son énergie, sans y concentrer toute son attention. Néanmoins, on a un pied dans ce futur. On avance avec ce futur, et si ce futur devient, je dirais, dominant, structurant pour le tissu socio-économique de demain, on a appris pendant tous ces mois, on a appris pendant toutes ces années, et on est déjà aligné avec ce futur. La prospective, on reconnaît, acte ce que l'on appelle l'incertitude, l'impossibilité de déterminer par avance de quoi l'avenir sera fait. C'est une hypothèse extrêmement forte, puisqu'on sait qu'elle est contestée par exemple par différentes pensées soit scientifiques, soit parfois religieuses, soit parfois spirituelles. Mais cette hypothèse néanmoins est structurante de la prospective. L'avenir est indéterminé. Il se construit plutôt qu'il se devine. Donc on en arrive ensuite à l'étape 3. Et l'étape 3, on change de casquette. Rappelez-vous, jusque-là, on avait une casquette d'enquêteur. Maintenant, on met une casquette de narrateur. On raconte une histoire. Donc là, ça y est, on lâche le bord de la piscine. On n'est plus en 2021, à partir de l'étape 3. On est dans un futur. Le récit prospectif démarre dans le futur. L'étape 2, on était vraiment dans une enquête au présent. L'étape 3, on devient narrateur, on lâche le bord de la piscine, on part vers le futur. Et on raconte une histoire. Il sera une fois. Maintenant, imaginons que des étudiants comme vous restituent le fruit de leur travail à une organisation apprenante, prenons par exemple Vinci, sous forme de PowerPoint. Avez-vous déjà constaté des émotions vives provoquées par PowerPoint? Est-ce que vous avez déjà pleuré de joie devant PowerPoint? Probablement pas. Donc le récit, au-delà du fait que de toute façon personne ne lit les rapports, c'est des objets symboliques, mais les rapports la plupart du temps ne sont pas faits pour être lus. D'accord? Donc cet objet symbolique, ne créant pas d'émotion, très vraisemblablement ne permettra pas d'apprendre. Il faut créer des émotions. Il n'y a pas d'apprentissage sans émotion. D'où le
passage par ce que l'on appelle une expérience immersive. Là, d'un point de vue théorique, on sort du strict champ de la prospective, qui a été théorisé, j'en au début des années 1950, pour aller dans un champ émergent, une branche du design. C'est ça qui est cool aussi avec la prospective, c'est que vous avez carte blanche pour aller dans n'importe quel champ disciplinaire. Si vous êtes curieux et curieuse, que vous vous voyez, comme dirait le capitaine Haddock, en athlète complet, la prospective, c'est pour vous. Donc là, on va dans cette branche du design qu'on appelle le design fiction. Et là, faites gaffe, j'ai pas dit design thinking. Vous en entendrez peut-être parler, je ne fais pas de design thinking. Moi, ma cam, c'est le design fiction. D'accord? C'est un ensemble de techniques qui visent à produire des artefacts, des objets, diégétiques, c'est-à-dire des artefacts qui, lorsque vous êtes à leur contact, vous projettent dans un futur possible. Artefact ou expérience. Donc là, je vais être obligé de partager avec vous une anecdote qui a ni plus ni moins que failli me coûter mon poste. Donc ça reste entre nous et entre celles et ceux qui visionneront peut-être l'enregistrement sur Internet plus tard. Quelques années en arrière, on m'a demandé de donner un cours de stratégie à des étudiants un peu comme vous. Donc j'étais pas super chaud pour le faire, mais bon, je suis prof de stratégie, donc forcément, à un moment donné, on me demande de donner des cours de stratégie. Et on m'a dit par ailleurs, tu dois faire travailler les étudiants sur le cas Google. Alors là, je me suis dit, ok, au vu du nombre d'étudiants dans la classe, il va y avoir 8 groupes, je vais avoir le droit d'assister 8 fois à la même présentation qui va me raconter tous les mérites du moteur de recherche de Google. Et en plus, on va me demander d'applaudir. Arrive la veille du premier jour de cours, je rencontre une amie maquilleuse à qui je demande, celle que j'ai sur le front est véridique, de me faire une fausse cicatrice à l'arrière du crâne. Mais super. J'arrive donc en cours, avec quelques minutes de retard, mais tout était orchestré, et j'indique aux étudiants que je suis navré, je suis effectivement un peu en retard, je suis en plus très fatigué, car je rentre à peine de Palo Alto, où j'ai eu l'immense privilège de me faire greffer une puce Google, qui me donne désormais un accès infini, temps réel, à tous les savoirs qui sont sur le web. Les devices portables, c'est vraiment quelque chose du passé pour moi. Et je joue la comédie, je simule des maux de tête, des pertes de mémoire temporaire, enfin, j'en rajoute une petite couche. Arrive la fin du cours et je dis aux étudiants, vous avez un travail à faire, un devoir de diagnostic stratégique, youhou, rendez-vous dans quelques semaines. Pendant les quelques semaines suivantes, aucun étudiant n'a daigné m'adresser la parole. C'est-à-dire que quand il me voyait à l'autre bout d'un couloir, il faisait demi-tour. Une petite délégation d'étudiants est allée voir la direction, a demandé mon renvoi, car il n'était pas admissible que dans une école de commerce, un cyborg enseigne. J'avais commis un crime de transhumanisme. D'accord? Donc là, forcément, j'ai dû présenter les excuses à la terre entière, y compris aux étudiants que j'ai revus, qui j'ai dit écoutez, je suis navré, si franchement je pouvais vivre de mon humour, ça se saurait. Donc, pardon. Mais néanmoins, vous devez quand même me présenter le résultat de votre travail. Et là, la magie a opéré. Je n'ai pas assisté à une seule présentation inutile, mais à des réflexions profondes de la part de chaque groupe d'étudiants. Tous les groupes d'étudiants s'étaient par exemple longuement interrogés sur le sens à donner au fait que la holding qui détient Google et une myriade d'autres entreprises s'appelle Alphabet. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, là on est sur une réflexion un tout petit peu métaphysique. Ce qui est beaucoup moins métaphysique et que tous les étudiants avaient repéré, étudié dans ses moindres détails, c'est que Alphabet donc détient aussi une société de biotech qui s'appelle Calico, que personne ne connaît presque. Calico, c'est l'une des plus grandes concentrations de talents en biotechnologie du monde, et c'est une entreprise qui, appartenant à Google, ne se donne pas pour mission de vaincre le sida, trop facile, ne se donne même pas pour mission de vaincre les cancers,
trop facile. Le slogan de Calico, c'est de vaincre la mort. On est Google ou on n'est pas Google. Conclusion de cette parenthèse. Les étudiants, lors de la première séance de cours, avaient subi un choc du futur. Là, en l'occurrence, ils l'avaient subi sans le savoir. Mais je leur avais façonné une rencontre avec un futur possible. J'avais imprimé chez chacun d'entre eux une mémoire du futur. D'accord ? À partir de là, et c'est ce que les étudiants m'ont confirmé après coup, à chaque temps de travail collectif, ils ne pouvaient pas oublier l'événement, la rencontre, complètement choquante, c'était plusieurs années en arrière. Et cette mémoire des futurs a éclairé leur travail présent à la lumière d'un futur possible. C'était de la prospective en action, c'était du design fiction en action. Alors, je ne vais pas le refaire chaque année, mais néanmoins, je suis en train de concocter ma prochaine fiction live. Elle n'est pas pour ce soir, je vous rassure, mais elle va arriver. Ça, c'est une expérience immersive. Et d'ailleurs, parfois, les étudiants vont jusqu'à produire des scénettes, des situations live avec les représentants de l'organisation apprenante pour vraiment les faire toucher du doigt les futurs possibles qu'ils souhaitent leur faire découvrir. L'expérience immersive, beaucoup plus propice à la stimulation d'émotions et de souvenirs. Les souvenirs sont tellement importants. Une entreprise, on parle de la mémoire de l'entreprise, on parle de l'histoire de l'entreprise. Elle s'appuie sur des repères historiques, sur des grandes victoires, sur des décisions qui ont marqué des tournants. Mais on n'a pas l'équivalent dans le futur de la mémoire du passé. On ne commémore pas des événements à venir. On commence. Si vous êtes par exemple un alpiniste activiste en Suisse, vous avez peut-être, au cours des dernières années, commémoré la disparition future d'un glacier. Ça existe. Ce sont des rencontres qui visent à produire des mémoires collectives, parce que les mémoires ensuite impriment nos actes et nos décisions. La mémoire, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Recourir à des informations du passé pour décider dans le présent, ça fonctionne très bien, tant que le monde, dans ses principes organisateurs, dans ses règles du jeu, si vous voulez, ne change pas. Paul Valéry a une phrase magnifique à ce sujet. Il nous dit que nous entrons dans l'avenir à recul. Il nous dit en substance que on s'apprête à prendre une décision et pour justifier, pour instruire cette décision, on va chercher des infos dans le passé. Imaginez qu'un jour vous soyez directeur ou directrice d'un département de vente. Je ne sais pas si je dois vous le souhaiter ou non. Et vous avez une équipe de vendeurs sous votre responsabilité, et la question se pose de savoir s'il est pertinent d'engager ou pas un nouveau vendeur. Premier réflexe, je sors la spreadsheet Excel avec les chiffres de vente des 6 derniers mois, les 12 derniers mois. Je trace une jolie droite, ou alors si j'ai fait une école d'ingénieur, j'applique éventuellement un modèle mathématique un peu plus sophistiqué. J'ai l'impression d'avoir mon regard braqué par le futur, ce faisant, mais en fait pas du tout. Le matériau brut que j'utilise, il vient du passé. Et ensuite, j'extrapole. Mon attention est bien tout entière dirigée vers le passé. Alors même que je m'apprête à prendre une décision dans le présent qui va configurer mon avenir. C'est du délire quand on y pense. Et la mémoire dont je vous parlais, imaginez que plus tard vous soyez à la tête d'une équipe. Et un jour vous êtes dans une relation difficile avec un collègue. Peut-être que vous allez me dire, tiens, je me souviens que 6 mois en arrière, j'ai été confronté à une situation à peu près aussi douloureuse et j'ai réussi à m'en sortir de cette manière. Là, vous convoquez votre mémoire pour tenter de résoudre un problème dans le présent dont les causes profondes sont peut-être très différentes de ce qu'elles étaient 6 mois en arrière. Extrapolation, analogie, précédent, les modes intellectuels de résolution, tout entier tourné vers le passé. À quel moment est-ce que l'on a recours à notre imagination et à quel moment est-ce que l'on tourne sincèrement notre attention vers les futurs possibles? Je ne sais pas, mais c'est tout l'enjeu des 4 étapes, puisque la 4e et dernière étape, j'ai prévu 127 slides, on en est à la 4e. Non, je n'ai pas 127 slides. La 4e étape, c'est une conversation stratégique, c'est-à-dire que c'est la rencontre
entre les futurs possibles et l'organisation apprenante. En règle générale, une organisation vit entre 3 et 4 expériences immersives au cours d'une matinée. Et ces expériences immersives sont jalonnées de temps d'échange. C'est-à-dire que les étudiants posent des questions aux représentants des organisations, et dans l'échange, dans la conversation, il y a co-construction de nouvelles pistes. Peut-être d'expérimentation, peut-être de recherche, peut-être d'investigation, peut-être de nouveaux marchés. C'est la co-construction, c'est l'échange, nourri par les futurs possibles que l'on vient de découvrir, qui procure à l'organisation une capacité accrue à percevoir et à faire sens de l'inédit, ce qui est le grand enjeu dans l'anthropocène pour les entreprises. Percevoir et faire sens de l'inédit. Parce que chaque situation que l'on vit, et peut-être de plus en plus, c'est sûrement contestable, est inédite. Et on ne peut pas se l'expliquer de façon satisfaisante en ayant uniquement recours à ce que l'on a appris par le passé. Tandis que si régulièrement on explore des futurs possibles, on met à jour notre mémoire des futurs, on a des références intellectuelles, on a des frameworks, si vous voulez, qui peuvent nous aider à repérer dans des situations nouvelles qui ne font absolument pas sens si on les éclaire juste à la lumière des passés. On peut y repérer des scénarios avec lesquels on a réfléchi. Il y a une petite réflexion sur le sujet, et après il faut vraiment que j'accélère, qui nous vient de Bergson. C'est con, mais il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'en fait, en terminale S, j'aurais dû écouter les cours de philo. Bon, parenthèse enfermée, Bergson dans la pensée et le mouvant, et ça c'est quand même incroyable, c'est un programme de concours en 5 demi. La pensée et le mouvant, c'est un texte tout entier tourné sur l'étude de l'intuition philosophique et du temps. Et Bergson émet la proposition suivante, ou pose la question suivante: est-ce que le réel précède le possible, ou est-ce que le possible précède le réel? Et lui, plus particulièrement, émet la proposition selon laquelle, en règle générale, nous pensons que le possible précède le réel, mais que peut-être le réel rend possible ce qui jusque-là était considéré comme impossible. Exemple, 11 septembre 2001. Avant le 11 septembre 2001, il était jugé par l'immense majorité de la population mondiale impossible que des avions s'abattent sur les tours jumelles à Manhattan. Impossible. Il a fallu que le réel frappe pour que ce qui était jusque-là considéré comme impossible devienne soudainement possible. Si on se dit ça, et si on raccroche Bergson aux 4 étapes, cet exercice mental de mise à l'épreuve de futur, c'est une tentative, selon moi, c'est une expérience de pensée par laquelle on essaye de se confronter à des réels futurs pour les penser désormais possibles, pour les faire basculer du registre de l'impossible vers le registre du possible. Ce qui, par conséquence, accroît notre capacité à percevoir et à faire sens de l'inédit. On a des grammaires alternatives qui nous permettent d'expliquer des situations farfelues auxquelles on n'avait été jusque-là jamais confronté. Bon, je vais quand même accélérer un peu. Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alors, vous pouvez répondre en français, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper du futur? La question est bien sûr ouverte. Ouais. Peut-être une des réponses, ce serait de dire qu'on peut, d'après ce que vous avez dit, à l'éclairage d'une projection future, avoir un regard différent sur le présent. Voilà, c'est je pense, une excellente réponse. Tout le monde a entendu? Est-ce qu'il y a une autre tentative de réponse?
fait, malgré tout ce que je vous ai dit jusque-là, à savoir que l'on regarde sans cesse le passé, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si les Jedi utilisent la Force, nous on utilise le futur en fait au quotidien. On est des êtres profondément anticipateurs. Mais dans des gestes absolument triviaux. Le matin, une chose que vous pouvez faire très rapidement après le réveil, c'est de regarder sur votre smartphone une application de météo pour voir s'il va ou pas pleuvoir. Vous utilisez une forme de futur, c'est un futur probabiliste, pour déterminer si vous allez ou pas prendre un parapluie avec vous. Vous venez d'utiliser le futur, simplement vous le faites machinalement. Bien, si vous étiez Wayne Gretzky, la légende du hockey sur glace, vous ne cherchiez pas à patiner vers là d'où venait le palais, mais vous étiez sans cesse en recherche de là où le palais allait être. Ou alors, si vous êtes des tintinophiles, vous savez que dans le Temple du Soleil, Tintin s'en sort parce qu'il utilise une connaissance qu'il a du futur, en l'occurrence, il sait qu'une éclipse va se produire. Et il indique à ses ravisseurs que si jamais il ne les relâche pas, il va simplement faire disparaître le Soleil pour toujours. Donc de temps en temps, utiliser le futur, ça peut même vous sauver la vie. Et puis, je ne peux pas passer à côté d'une autre référence de la pop culture. Si vous êtes dans Retour vers le futur, deuxième épisode, que vous voyagez dans le futur, que vous achetez dans le futur un almanach, c'est-à-dire un bouquin dans lequel sont recensés tous les résultats sportifs qui depuis le futur sont des résultats du passé, mais une fois que vous revenez dans le passé sont des résultats du futur, grâce à cet almanach, vous êtes certain de parier toujours sur l'équipe qui va gagner le match. Et donc vous devenez très riche, et je ne vais pas spoiler Retour vers le futur 2 pour celles et ceux qui auraient envie de le voir. Donc en fait, le futur, on l'utilise systématiquement, mais pourtant, on y consacre très peu d'attention. Je vous donne un exemple. J'ai discuté récemment avec le membre d'une équipe dirigeante d'entreprise, comité exécutif, et celui-ci regrettait le fait que jamais lui et ses collègues n'avaient une opportunité dans leur délibération de prendre simplement quelques instants pour se présenter mutuellement non seulement leur grille de lecture du monde, mais aussi les intuitions qu'ils ont au sujet du futur. Alors même que les intuitions qu'on a au sujet du futur peuvent être source d'incompréhension, peuvent être source de frustration, voire même parfois de lutte entre deux dirigeants qui auraient des images du futur extrêmement éloignées l'une de l'autre. Donc en fait, en tant qu'être profondément anticipateur, le futur est au cœur de nos prises de décision, à côté du passé, mais simplement, on ne conscientise pas le rapport que l'on a au futur. Alors, en prospective, vous l'avez compris aussi, on cherche à explorer des futurs, on cherche donc à imaginer des mondes tels qu'ils pourraient être configurés à l'avenir. Je voudrais juste vous demander en un mot, vous pouvez chacun utiliser un mot, comment vous décririez le monde dans lequel on vit. Un seul mot. Chaotique. Chaotique. Instantané. Instantané. Incertain. Incertain. Complexe. Complexe. Ouais. Complexe x2. Technologique. Technologique. Ouais. Allez, encore 3. Moderne. Moderne. Encore 2. Pollué. Pardon? Pollué. Pollué. Encore 1. Il y a d'autres mots quand même. C'est un peu court, jeune homme. Inquiétant. Inquiétant. Allez. Et je vais vous faire un autre petit jeu très rapide. J'ai appelé ce jeu la guerre des visions du monde. Vous l'avez compris, dans la première étape d'une réflexion prospective, on essaye de décrypter la vision du monde d'un dirigeant ou d'une équipe dirigeante. C'est essentiel de prendre ce temps dans une interview de qualité, de découvrir la vision du monde. Alors, je vais vous mettre à l'écran en grand caractère. Vous allez devoir voter et me dire si selon vous, ce sont plutôt les déclinistes, ou alors plutôt les héritiers d'Orwell et de Foucault, ou alors plutôt les libéraux optimistes, ou alors plutôt les écologistes à tendance collapsologue
qui raconte le plus précisément, le plus finement le monde dans lequel on vit. Quelle est la grille de lecture parmi ces 4 qui, selon vous, colle au plus près à la réalité? Je vais vous laisser 15 secondes sur chaque grille de lecture. On commence avec les déclinistes. En plus, c'est pas mal en situation pré-présidentielle. Vous pouvez essayer de raccrocher ces visions du monde avec les candidats et candidates déclarés ou pas encore déclarés. Viennent ensuite les héritiers d'Orwell et de Foucault. Deuxième grille de lecture. Viennent ensuite les libéraux optimistes. Et pour finir, les écologistes à tendance collapsologue. Alors, qui vote pour les déclinistes? Est-ce qu'on a des déclinistes? Ce n'est pas une tare. J'ai pas bien compris, on vote par rapport à nous? Vous votez par rapport à ces 4 grilles de lecture, laquelle vous paraît représenter le plus fidèlement le monde réel dans lequel on vit? Quel est le diagnostic qui, si vous voulez, est le plus près d'être vrai? Alors, on va pas rentrer dans la question de savoir ce qu'est la vérité. Donc, décliniste, est-ce que c'est une grille de lecture qui vous paraît opérante? Pas forcément. Les héritiers d'Orwell et de Foucault, est-ce que c'est une grille de lecture? Ouais, celle-ci elle part un peu plus, vous êtes 1, 2, 3, 4. Les libéraux optimistes, 1, 2, 3, pour l'instant 4, puis 3, et les écologistes à tendance collapsologue. D'accord, je suis dans l'amphithéâtre Pablo Servigne. Ça marche. Ok, donc on a peut-être à peu près le double d'écologistes à tendance collapsologue que d'héritiers de George Orwell et de Michel Foucault, ou de libéraux optimistes. Pourquoi je vous montre ces 4 grilles? Évidemment que quand vous interviewez des dirigeants d'entreprise, vous n'allez pas juste cocher une case et vous dire tiens, celui-ci ou celle-là, il ou elle se rapproche de cette grille de lecture. Mais l'idée c'est que, à la suite de ces entretiens que les étudiants réalisent, il est vraiment question d'arriver à cerner le profil, si vous voulez, de la grille de lecture du monde des dirigeants. Parce que cette grille de lecture, elle est ensuite tout entière incarnée dans les décisions que les dirigeants prennent. Alors, je vais vous passer le petit temps que j'avais sur le système complexe, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'amphi. Ouais. Vous avez choisi laquelle? Moi je pense que j'aurais sûrement penché pour... Bon, moi je suis très moutonnier, donc j'aurais sûrement penché pour écologiste à tendance collapsologue. Alors, ce qui est intéressant avec cette grille de lecture, les autres le sont évidemment tout autant, c'est qu'elle autorise quelque part à bouger peut-être plus de lignes que d'autres grilles de lecture. Elle autorise à vraiment remettre en cause, par exemple, des choses aussi structurantes des sociétés modernes que l'anthropocentrisme. D'accord? Alors, je zappe ma partie sur les systèmes complexes, sinon ça ne va pas le faire. Et je vais vous proposer quelque chose qui nous resitue un tout petit peu aujourd'hui en 2021, d'où on vient, quels ont été par le passé les rapports au futur de l'humanité. C'est quand même important d'avoir une petite idée de ce qui s'est passé pour notre espèce avant 2021. J'ouvre une petite parenthèse, les échelles de temps, on a tendance
elle est passée rapidement sous silence. Or, juste quelques constats. La parenthèse carbone ne s'est ouverte qu'il y a 200 ans. D'accord ? L'accès aux énergies fossiles, c'est 2021 moins 200 ans. Les communautés sédentaires et l'agriculture, c'est 2021 moins 12 000 ans. La révolution du néolithique. Maintenant, l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, c'est plusieurs centaines de milliers d'années. D'accord ? Le patrimoine génétique que l'on a les uns et les autres, c'est le fruit de plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution. D'essais, d'erreurs. Donc, on a peut-être presque, mais ça c'est discutable et je ne suis pas un biologiste de l'évolution, donc je vais essayer d'éviter de raconter trop grosses conneries, un cerveau de chasseur-cueilleur, avec entre les mains une puissance assez pharaonique. D'accord ? Parenthèse carbone, moins de 200 ans. Néolithique, la vie organisée, sédentarisée, 12 000 ans. L'évolution d'Homo sapiens, plusieurs centaines de milliers d'années. Imaginez quand même un tout petit peu le défi à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire en quelques décennies à peine devant nous, acquérir une forme de sagesse collective pour agir collectivement en résonance avec le diagnostic qui est de moins en moins contesté, qui concerne le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, tatati, tatata, les limites planétaires et leur dépassement. D'où tout un intérêt aujourd'hui, je pense, pour réinventer un rapport au futur fécond qui nous permette de produire un futur fertile. Mais dans l'histoire, quel a été le rapport de l'homme au futur ? On ne va pas se faire toute l'histoire de l'humanité. Disons, retour au niveau de la Grèce antique. Imaginons que vous soyez à l'époque un chef de guerre et vous vous demandez si c'est une bonne idée ou pas d'aller cogner sur votre voisin. Pour savoir si c'était le bon moment, vous alliez voir un oracle qui avait une ligne directe avec les dieux. Ça, c'est l'oracle. L'oracle, il n'a pas tout à fait disparu. J'en veux pour preuve la quantité d'experts et d'expertes, plutôt d'experts d'ailleurs, à croire que les femmes ne pourraient pas être expertes. Welcome to 2021. Sur les plateaux télé. On se pose une question sur l'avenir, on veut une vérité inaltérable, inébranlable, on convoque l'expert. C'est l'oracle de 2021. On n'a pas tellement progressé sur ce plan. Maintenant, on fait avance rapide, on devient contemporain de Pierre-Simon de Laplace, fin du XVIIIe, tout début du XIXe. C'est l'ère du déterminisme scientifique. Les sciences toutes puissantes craquent le code de l'univers. D'accord ? Dans ses essais philosophiques, Laplace explique qu'on va y arriver. Les chercheurs, les scientifiques vont, à force d'efforts, découvrir la grande équation qui régit les mouvements des plus grands astres jusqu'au mouvement des plus petites particules. Et une fois qu'on aura eu accès à cette équation, on pourra prédire exactement tous les états futurs de toute forme vivante et non vivante sur Terre et ailleurs dans le cosmos, je ne sais où. Les sciences toutes puissantes craquent le code de l'univers. Allez sur LinkedIn, regardez les offres d'emploi pour des data scientists, vous allez en trouver un certain nombre. Il y a une forme d'espérance derrière le big data qui est que si on collecte suffisamment d'informations sur le monde réel, vivant ou non vivant, on va pouvoir déterminer par avance tous ces états à venir. Alors il y a une petite blague que l'on doit, je crois, à Dan Ariely, qui est un prof israélo-américain, sauf erreur, et sa petite blague, c'est de mettre sur le même plan Big Data et le sexe chez les adolescents. Et donc sa citation, elle est ici: Big data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it. So everyone claims they are doing it. Ça me paraît pas mal. C'est pas super éloigné de la vérité de pas mal d'entreprises. Bien évidemment que certaines entreprises ont une vraie maîtrise, un
un savoir extrêmement avancé pour faire parler les données. On a tous en tête des révélations qui peuvent concerner par moment Facebook, par moment Google, par moment je ne sais quelle autre entreprise. Donc, le déterminisme scientifique, il est loin d'avoir disparu lui aussi. Et pourtant, il y a eu un point de bascule dans le rapport de l'homme à son avenir que je situe au moment des largages des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Pourquoi? Parce qu'à ce point dans l'histoire, l'homme avec un grand H a découvert qu'il pouvait s'auto-détruire. D'accord? Donc il s'est mis à penser, ou en tout cas à reconnaître la nécessité de penser l'impensable. Jusqu'à Hiroshima et Nagasaki, on ne pouvait pas penser l'homme capable de s'auto-détruire, de s'éradiquer de la surface de la Terre. Et là, on touche à la jeunesse de la prospective. C'est là où tout a commencé pour cette discipline. Elle a commencé en plusieurs endroits à peu près au même moment. Aux États-Unis d'abord. Le type que vous voyez à l'écran, c'est Herman Kahn. C'est le papa de la prospective américaine. Et lui, il avait un job au moment où il a théorisé la prospective américaine, qui était de chuchoter à l'oreille des gradés de l'armée de l'air américaine. Et il leur chuchotait des histoires dans lesquelles les soviétiques attaquaient de différentes manières le territoire américain. C'était ça son job. Il murmurait à l'oreille des gradés. D'accord? Je vous raconte une anecdote absolument inutile, mais bon, pourquoi pas. Il avait un voisin, ce cher monsieur Kahn, qui s'appelait Stanley Kubrick, le réalisateur. Et en fait, pour celles et ceux qui ont vu Dr. Strangelove, l'inspiration du personnage principal, c'est Herman Kahn. Ça aussi, en soirée, ça claque. Franchement. Petite soirée cinéphile, là, en mode ouais, j'aime beaucoup Kubrick, surtout Dr. Strangelove. Je suis aussi féru de prospective. Est-ce que tu savais que. Vous enchaînez. J'en ai 2-3 autres comme ça après. Ça le fait à tous les coups. Donc, maintenant, on traverse le lac, on n'est plus aux États-Unis, on est en Grande-Bretagne. Pierre Bach, un Alsacien, était à l'époque un haut gradé chez Shell, la société pétrolière. Et lui, avant les autres, s'est mis en tête de contester ce qui était à l'époque, fin des années 60, le futur officiel de Shell et de toutes les majeures pétrolières, à savoir en pétrole. Ok? Si on a besoin d'ouvrir le robinet, les pays qui produisent du pétrole vont ouvrir le robinet. Fin des années 60. Vous voyez bien. Arrive 1973, premier choc pétrolier. Si vous reprenez l'histoire des chiffres d'affaires des boîtes pétrolières fin des années 60 jusqu'à fin des années 70, regardez la performance de Shell. Vous verrez que Shell fait partie des sociétés pétrolières qui ont surperformé l'industrie, à tel point que c'était une boîte qui ne faisait pas forcément partie des tout meilleurs avant le premier choc, mais qui, à la suite du premier choc, finalement, s'en est beaucoup mieux senti que les autres. Et alors Pierre Bach, il avait ce mot un peu, je dirais, péjoratif sur la prévision, forecasting. Pour lui, il disait, la prévision, c'est super dangereux, parce que dans la plupart des cas, ça marche. Les modèles mathématiques, les simulations nourries par des données du passé qui visent à simuler l'avenir, ça marche dans la plupart des cas. Le gros problème, c'est que quand on en a vraiment besoin, c'est-à-dire quand le monde se reconfigure, quand les pays producteurs de pétrole se disent que non, finalement, l'offre ne va plus suivre la demande, la prévision devient inopérante. Quand les principaux organisateurs du monde sont rebattus, la prévision qui mise sur une stabilité des principaux organisateurs du monde est inopérante. Là, la prospective, l'imagination rigoureuse devient opérante et devient un complément très utile. Alors, s'il se passe quelque chose en Angleterre, historiquement, il se passe quelque chose en France. Et vice-versa. Le monsieur que vous voyez à l'écran, c'est Gaston Berger. C'est le père fondateur de la prospective française.
Quand il a théorisé la prospective, il était directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale, et son job c'était de préparer les filières de formation, comme celle dans laquelle vous êtes. Mais le problème, c'est que s'il regardait derrière lui, au début des années 50, il ne constatait qu'un champ de ruines, dans un pays à reconstruire tout entier. Qu'est-ce qu'il pouvait bien aller chercher dans le passé pour nourrir sa réflexion sur les cursus universitaires de haut niveau dont la France allait avoir besoin? Il ne pouvait pas chercher grand-chose dans le passé. On va écouter dans un instant une toute petite archive INA où Berger me raconte ce qu'est la prospective. Petite histoire et mini rappel historique, le début des années 50 en France, c'est aussi la création du commissariat au plan. D'accord? Dont le premier directeur, toujours dans la rubrique cours d'histoire, était Jean Monnet, Construction de l'Europe. Le commissariat au plan, c'est le bras armé de la prospective de Berger. Le commissariat au plan, c'est ni plus ni moins que les plans ferroviaires français, ça tient en 3 lettres, TGV, l'aéronautique française, ça tient en un petit peu plus de lettres, Airbus, et la filière du nucléaire civil. D'accord? Tout ça, théoriquement, soutenu par la construction intellectuelle de Berger, qui malheureusement a disparu un petit peu trop rapidement dans un accident de voiture. Alors, là vous allez me dire, ok, quel est le rapport entre Gaston Berger et la photo de ce danseur qui, semble-t-il, termine l'interprétation du Boléro de Ravel? Quel est le rapport? Le rapport, c'est que Gaston Berger, en plus d'être le père intellectuel de la prospective, c'est le père biologique de Maurice Béjart, le chorégraphe. Ça aussi, ça claque en soirée. D'accord? Gaston Berger, père intellectuel de la prospective, père biologique de Maurice Béjart. 2 minutes de témoignage de Berger sur l'INA. Alors, les propos sont un peu old school, mais le contenu, vous le reproduisez en 2021, ça n'a rien perdu. Ça claque quand même. Début des années 50, je pense que tout ça est tout à fait raisonnant avec le monde dans lequel on est. Alors, la prospective, elle a connu un coup d'arrêt. Elle a connu un coup d'arrêt avec un événement comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Ouais, c'est la chute du mur de Berlin. Et à l'époque, ou plutôt quelques années après quand même, il y a un politologue américain dont le nom ne nous indique pas qu'il est américain puisqu'il s'appelle Francis Fukuyama. Fukuyama a écrit un bouquin qui s'appelle La fin de l'histoire. La thèse de Fukuyama, c'est que après l'oblitération du fascisme, après le ratatinage du communisme, il n'y avait plus de guerre idéologique, il n'y avait plus de questions à se poser. La démocratie libérale allait tout emporter sur son passage. Dans la bouche d'une femme politique telle que Margaret Thatcher, c'est devenu la célèbre formule « There is no alternative », acronyme TINA. There is no alternative. D'accord? Néolibéralisme, Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis. Alors, l'avenir a prouvé, et est en train de prouver, que Fukuyama n'avait pas forcément vu juste. Je vais juste vous présenter une courbe, ça suffira. L'axe horizontal, c'est le temps, on démarre en 1750, on termine en 2020. L'axe vertical, vous avez 2 types d'informations. En rose, la concentration atmosphérique en CO2, et en bleu, les émissions annuelles de CO2. Il n'y a pas besoin d'être au pont pour voir un petit peu la forme des courbes. Et vous les avez déjà vues un certain nombre de fois. Moi, la façon dont je me raconte ces courbes, c'est un diagnostic de la réalité biophysique. Ça va revenir dans un instant, cette notion-là. Mais il y a une autre forme de réalité qui a été produite pendant cette période. C'est la réalité que j'appelle socialement construite. Et cette réalité, c'est par exemple 1972,
conférence de Stockholm, première conférence de l'ONU sur l'environnement. Alors attendez, je vais regarder un petit peu de plus près, autour de 72 pour voir sur les courbes. Ouais, non, il n'y a aucun effet en fait. Donc la réalité socialement construite n'agit pas sur la réalité biophysique. 1987, la publication du rapport Brundtland, gardez en tête que c'est dans ce rapport qu'est apparue l'expression développement durable. D'accord ? Sustainable Development, 1987, Brundtland. Non. Il ne se passe rien là sur la courbe. 92, sommet de la Terre à Rio. 97, protocole de Kyoto. 2005, lancement du système européen d'échange de quotas de carbone. 2015, accord de Paris quand même. COP 21. Conclusion de l'histoire et nouvelle définition de l'Anthropocène. On trouve dans un essai, alors c'est un essai qui fait 12 kilos. Cet essai, c'est Sapiens d'Harari, dans lequel Harari nous raconte que finalement Homo sapiens vit dans une sorte de réalité duale. La réalité biophysique, celle qui est représentée par les scientifiques, celle au sujet de laquelle on construit les connaissances par la science, d'accord ? Et la réalité socialement construite, qui est celle produite par les différentes formes humaines organisées. Les États, les entreprises, les associations, les églises, etc., etc. Et pour moi, l'Anthropocène, la définition beaucoup plus naïve que j'en ai, ce n'est pas la définition des paléoclimatologues, eh bien c'est une ère où il faut sérieusement repenser les moyens d'apaiser la relation entre réalité socialement construite et réalité biophysique. Alors comment est-ce qu'on détermine si quelque chose relève de la réalité biophysique ou de la réalité socialement construite ? J'habite dans les Alpes. Si je regarde le Mont Blanc, que je ferme les yeux très fort, et que dans ma tête, je pense très fort, toi Mont Blanc, quand je vais ouvrir les yeux, je veux que tu aies disparu. J'ouvre les yeux, surprise, le Mont Blanc est là. Réalité biophysique. Maintenant, et je ne le souhaite à personne en particulier, pas à vous, mais ni à moi, si tout le monde ferme les yeux et se dit que l'école nationale des ponts et chaussées n'existe plus, l'école nationale des ponts et chaussées n'existe plus. Réalité socialement construite. Ça vaut avec les États, ça vaut avec Lyon, ça vaut avec 95 ou je ne sais quel pourcent de notre vie quotidienne. D'accord ? La prospective, elle va consister à fournir un effort rigoureux d'imagination pour produire des réalités socialement construites alternatives qui ne nient pas la réalité biophysique. Ça, c'est une définition mise à jour de la prospective, qui n'était pas dans l'esprit de Gaston Berger, qui n'était pas dans l'esprit d'Hermann Kahn. Hermann Kahn, lui, son souci, c'était de ne pas se prendre un missile sur le coin de la figure. Le souci, en 2021, c'est de faire la paix avec la réalité biophysique. Et donc, d'appliquer notre effort, notre capacité incroyable d'imagination, de conteur de récits, à produire des réalités sociales qui puissent renouer avec une relation apaisée avec la réalité biophysique. Pourquoi je parle de récits, et je vous avais dit plutôt que je vous en reparlerai, chose promise, chose due, c'est l'une des thèses d'Harari aussi dans son bouquin qui explique que la suprématie d'Homo sapiens sur les autres espèces animales s'explique par notre faculté hallucinante de croire à grande échelle à des récits. On croit à des histoires, que ce soit à nouveau des États-nations, que ce soit des dieux, que ce soit le PIB, que ce soit ce que vous voulez. On est capable à très grande échelle de croire à des récits. Et d'avoir aussi confiance en ce que les autres vont croire au même récit. Ok, je regarde juste un petit peu où j'en suis. Je fais une micro-pause de 10 secondes. Si du coup, dans cet intervalle, vous avez quelques petites questions qui vous viennent à l'esprit, faites-vous plaisir.
Ça va pour l'instant, vous me suivez? Ouais. Bon, je vais vous montrer un petit peu de travaux pratiques maintenant. On va regarder ce que les étudiants à Lyon produisent. Et puis peut-être qu'un jour, on se retrouvera ensemble dans une salle de classe, ici ou ailleurs, parce que la prospective aura traversé les frontières rhône-alpines. Alors, c'est quasi une date d'anniversaire aujourd'hui pour mon dispositif de prospective à Lyon, puisqu'on a fêté il y a quelques semaines la 100e entreprise apprenante. Donc, on commence à avoir un petit peu de kilométrage au compteur. Et le 5 millième étudiant qui a soit subi le dispositif, soit grandi grâce et avec le dispositif. Ça dépend des grilles de lecture, justement. Alors, travaux pratiques. Je vais vous montrer 2-3 exemples et on va certainement s'arrêter là. Premier exemple concret, un constructeur de véhicules utilitaires. D'accord ? On a été approché quelques années en arrière par la vice-présidente aux affaires stratégiques de ce constructeur. Sa problématique à elle, c'était justement de faire atterrir dans l'esprit de ses équipes la notion d'anthropocène et l'idée que les constructions socio-technico-politico-économiques de demain pourraient avoir à composer avec des limites planétaires. D'ailleurs, par parenthèse, la première date que je vous ai présentée tout à l'heure sur mes graphiques, c'était 1972. Vous savez aussi que 1972, c'est la date de parution du rapport au Club de Rome, The Limits to Growth. C'est pas d'hier que l'on s'interroge sur la faisabilité d'une croissance économique infinie dans un monde aux ressources finies. 1972. The Limits to Growth. Alors, ce rapport est resté dans les annales, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Bref, cette vice-présidente aux affaires stratégiques, elle voulait sensibiliser ses équipes et elle voulait incarner les limites planétaires. Pas juste dire on a dépassé telle limite ou telle autre limite, ça ne parle pas ça aux équipes commerciales de ce constructeur de véhicules utilitaires. Donc, une équipe d'étudiants a conçu une expérience immersive, à nouveau, pas de PowerPoint, on n'a jamais pleuré de joie devant un PowerPoint, et a imaginé une émission de télévision qui se situe, je crois, en 2031, dont je vais vous jouer simplement 2 extraits. Si la technique est avec moi. Premier extrait. C'est parti, vous êtes en 2031. Alors, une des idées qui est incarnée dans cette expérience immersive, c'est que peut-être que dans le futur, il va être nécessaire de faire des arbitrages contraignants qui vont peut-être être au détriment de l'activité de certains acteurs et auxquels on ne se prépare pas forcément aujourd'hui en pleine conscience et avec rigueur. Non pas à nouveau que cette expérience immersive a vocation à être une sorte de prophétie, mais elle ouvre une discussion différente. Elle vient peut-être contester des éléments de langage aujourd'hui qui sont incontournables dans les discours de la plupart des entreprises et qui consistent à évoquer une perspective de croissance. On ne peut pas aller vers ces actionnaires aujourd'hui et leur expliquer, écoutez, merci pour votre investissement, on utilise au mieux votre capital, mais sachez que compte tenu de ce que l'on continue d'apprendre au sujet des limites planétaires et de ce qui va avec, votre rendement à venir ne va faire que décroître. Ça ne passe pas un tel discours. Par contre, si on spécule au sujet d'un futur, si dans une expérience de pensée, quelque part, si dans un temps sanctuarisé dans l'entreprise, on imagine un futur où des contraintes se matérialisent, on peut, au moins à l'espace de cette expérience de pensée, imaginer des discours d'entreprise et des stratégies déroutantes, dérangeantes, et ce faisant, à nouveau, les consciences sont imprimées. Le champ des possibles s'ouvre. Peut-être subrepticement, mais il s'ouvre. D'accord ? Prononcer des mots, évoquer des hypothèses, c'est déjà au moins en partie
les associer à sa conscience et à son registre d'action envisageable. Je vais vous montrer un dernier extrait, il est un petit peu plus long et après on en restera là si vous voulez bien, enfin moi je continue autant de temps que vous le souhaitez avec des questions-réponses. C'est une expérience immersive beaucoup plus sophistiquée que je vais vous présenter, qui a été imaginée pour cette fameuse entreprise qui commercialise des pompes hydrauliques. Et alors cette entreprise est venue vers les étudiants avec une requête qui était de les aider à imaginer quelles pourraient être les conséquences de la transformation numérique, à nouveau je ne sais pas ce que c'est, sur leurs activités, sur leurs choix industriels, leurs choix partenariaux, et en même temps, ils étaient intéressés par une exploration de reconfiguration géopolitique du monde, parce que cette entreprise, elle agit aux quatre coins de la Terre, et elle a certaines doctrines géopolitiques qui façonnent aujourd'hui sa réflexion. Elle souhaitait, au moins l'espace d'une expérience de pensée, s'éloigner de ces doctrines géopolitiques. C'est ça aussi qui est intéressant, je pense, en prospective, à nouveau, c'est qu'on va constamment chercher à explorer des reconfigurations, non pas juste économiques, non pas juste techniques, mais aussi sociales, spirituelles, géopolitiques, environnementales, et ce que vous voulez. Une petite clé de lecture. Il va être fait mention dans la vidéo, puisque ce n'est que la seconde partie d'une longue expérience immersive de 30 minutes. Imaginez simplement l'effort de production sous-jacent quand vous allez voir la vidéo. Pensez au nombre de nuits blanches. Il y en a eu un certain nombre. Donc dans cette vidéo, qui n'est qu'en fait la seconde partie d'une expérience de 30 minutes, il va être question d'une organisation. Ah, on m'annonce que les piles sont... Je vais parler un peu plus fort le temps que la technique soit avec nous. Il va être question d'une organisation qui s'appelle l'OWEC, O-W-E-C. C'est une organisation fictionnelle. Merci beaucoup. C'est une organisation fictionnelle qui est un tout petit peu l'analogue de l'OPEP, mais pour l'eau. Donc imaginez l'OPEP aujourd'hui, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, et imaginez demain, dans le scénario qui est présenté, l'OWEC, une sorte de coalition internationale des maîtres de l'eau, pour la faire simple. Ça devrait vous éclairer un tout petit peu. Ça dure une dizaine de minutes, mais c'est assez dense. Il se passe beaucoup de choses. La conversation stratégique qui a suivi cet extrait vidéo, elle a duré plusieurs heures. On a même dû en fait organiser une séance complémentaire avec les équipes de cette entreprise, tellement des questions en fait ont émergé. Non pas des solutions toutes faites, mais des questions sur leurs choix, sur peut-être des besoins d'expérimenter avec certaines technologies numériques. Bref, je ne vous en dis pas plus. Regardons ce fragment d'expérience immersive. OWEC, l'analogue pour l'eau de l'OPEP. Alors ça, c'est un exemple d'expérience immersive que l'on peut produire pour essayer d'incarner une configuration future du monde possible. Ce n'est pas évidemment la seule, mais si on y regarde de plus près, on voit dans cet extrait, à nouveau l'expérience immersive complète, c'est 30 minutes de vidéo. C'est un nombre d'heures de production très élevé. C'est beaucoup d'acteurs et d'actrices, c'est de la narration, c'est de la recherche de bande-son, c'est également une attention toute particulière pour alterner des moments d'actualité, par exemple, avec des moments de publicité qui nous mettent un petit peu mal à l'aise, accroître les contrastes que l'on voit entre des populations qui ont accès à ces points d'eau et d'autres qui n'ont rien. Cette expérience immersive, elle met en scène finalement les acteurs humains et non humains de l'Anthropocène. Il y a des jeux d'acteurs au niveau étatique, avec le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Il y a de la haute technologie, avec cette OWEC qui a pu en fait mettre la main sur les réseaux internationaux de distribution de l'eau grâce, on l'a entendu à un moment donné, à des pompes intelligentes, à un recours à l'intelligence artificielle, etc. Il y a aussi une narration un peu plus personnelle. On suit ce personnage qui dans cet avenir
probablement pas souhaitable, doit parcourir plusieurs kilomètres chaque semaine pour avoir accès à de l'eau potable. Et finalement, cette expérience immersive, elle montre que pour explorer l'Anthropocène, il faut probablement penser une reconfiguration du monde, pas juste en changeant de régime technique. L'Anthropocène, c'est pas juste de remplacer les véhicules à moteur à combustion interne par des véhicules à moteur électrique, et tout le reste la même chose. Penser l'Anthropocène et l'incarner dans un exercice comme celui-ci, c'est se dire les régimes d'innovation vont évoluer, les régimes économiques, les formes, les modèles économiques vont évoluer, les formes d'infrastructure vont évoluer, les modèles de gouvernance vont évoluer, les systèmes de valeurs, les cadres culturels vont évoluer, et l'écrin naturel dans lequel on est et dont on fait partie va évoluer. Penser et explorer l'Anthropocène, c'est mettre en mouvement simultanément la couche d'innovation, la couche d'économie, la couche d'infrastructure, la couche de gouvernance, la couche de culture et la couche de nature. C'est un effort d'imagination quasi civilisationnelle finalement. J'aime pas trop ce mot parce que j'en connais pas tout à fait l'histoire ni les utilisations, mais on en est là. Ce n'est pas une étude de marché. Ce n'est pas un exercice de prévision. Ce n'est pas une simulation de plan de communication. C'est une exploration la plus profonde, la plus systémique possible d'un monde en transformation. Avec différents points d'action possibles pour l'organisation apprenante dans ce récit. On ne lui a pas juste proposé de visualiser 30 minutes de futur, mais à plusieurs points clés, cette organisation est devenue actrice du futur. Un petit peu quand moi j'étais plus petit, je lisais des livres dont vous êtes le héros. Vous avez une histoire et puis par moment vous agissez, vous faites des choix, vous prenez des décisions. C'est exactement ce qui a été proposé à cette organisation apprenante. À plusieurs moments, elle est devenue actrice de l'histoire pendant un temps. Ensuite, on lui a fait défiler le reste du film et ensuite elle est devenue actrice à nouveau, de sorte à stimuler sa curiosité et à élargir son raisonnement stratégique, à élargir le champ des hypothèses qu'elle considère possibles. Tout ça en, à nouveau, quelques heures de restitution. Une restitution dans ce dispositif, c'est une demi-journée, en règle générale. Dans ce cas présent, il a fallu 2 restitutions, parce que je pense aussi que la charge émotionnelle était peut-être un peu trop forte. Je termine par une slide. C'est un adage, si je puis dire, que l'on doit à l'une des figures tutélaires de la prospective nord-américaine, Jim Latham, qui est à la retraite désormais. Any useful idea about the futures should appear to be ridiculous. Gardez ça en tête. La prospective, c'est pas répéter ce que vous avez entendu la veille à la radio. La prospective, c'est pas se faire l'écho de propos qui sont devenus tarte à la crème, c'est vraiment d'aller explorer les marges. C'est vraiment d'aller dans les interstices du réel et d'aller chercher, grâce à l'enquête, puis grâce à la spéculation intellectuelle, comment le monde pourrait se reconfigurer dans l'optique de produire une expérience d'apprentissage. Voilà, j'espère que ça vous a été en tout cas utile, j'espère que c'est différent aussi de ce que vous avez pu rencontrer jusque-là. C'est une vraie discipline, à la fois intellectuelle et pratique. Et évidemment, je suis à votre disposition s'il y a encore des questions, des